Alors, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien de l'autre côté. Comme je le disais tout à l'heure, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, mais on peut vous lire. Donc, je vous invite à poser des questions à droite. Vous avez un petit onglet questions. N'hésitez surtout pas. L'objectif, c'est d'y répondre et d'être le plus précis possible, tout en répondant vraiment à voilà, à ce qui vous interpelle sur ces projets. Alors, je vous explique, je ne me présente. Donc déjà, je vous présente Benjamin Kratz. Benjamin, il travaille pour Montant Solar, qui est le développeur du projet dont nous allons parler aujourd'hui. Et donc, il va vous parler évidemment de toute la partie concernant sa société et le projet en lui-même. Et moi, je m'appelle Pauline Georgel et je travaille pour Enerfip. Je suis responsable des investisseurs et donc les Enerfip, c'est la plateforme de financement participatif grâce à laquelle vous allez pouvoir investir dans le projet de Montagne Solar. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a deux acteurs qui sont différents. Nous, on est le lien juridique entre les particuliers, les investisseurs, donc vous, et le porteur de projet, Benjamin, enfin représenté par Benjamin, Montagne Solar. Voilà. Donc, c'est vraiment deux entités différentes et on va pouvoir répondre à vos questions sur toutes ces parties-là. Donc, dans un premier temps, je vous propose de vous parler d'Enerfip, de vraiment voir, de vous parler en quelques mots de qui on est, pourquoi on fait ça, comment on fonctionne, etc. Et puis, dans un deuxième temps, Benjamin va vous parler de Montant Solar et de la collecte de dizaines. Et puis, on parlera évidemment des caractéristiques, comment ça se passe, de la technique, comment s'inscrire, comment faire les investissements. Et puis, on aura un temps de questions-réponses à la fin pour vraiment aller au bout des choses et nous assurer que vous avez bien tout compris. Voilà. Je vous propose de commencer, si ça vous convient. Donc, nous avons… Enerfip existe depuis 5 ans. Et est basé à Montpellier, comme vous pouvez le voir. Je suis à Montpellier et donc nous avons financé déjà 180 projets. Nous avons passé les 60 millions d'euros collectés cette semaine, en vrai hier, donc je n'ai pas changé le PowerPoint, désolée, je ne suis pas à jour. Mais voilà, on commence à avoir fait pas mal de collectes. On a une jolie communauté de 22 000 membres et on a 19 salariés. Voilà. Donc on est une société qui existe depuis la loi autorisant le financement participatif. Hein, on est là depuis le début. Mais forcément, on n'est pas très vieux puisque la loi est passée il y a 5 ans. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de mettre en lien, de rendre les particuliers acteurs de la transition énergétique. Benjamin, tu peux peut-être changer de slide, s'il te plaît. Merci. En fait, le principe d'Enerfip, c'est de se dire, on a tous envie de participer à la transition énergétique. On fait tous des efforts sur plein de choses. Alors, on fait tous des efforts différents. On ne fait pas tout ce qu'il faut parce que c'est pas possible, mais en tout cas, on essaie. On achète peut-être ses légumes aux producteurs du coin. On fait attention à manger moins de viande. Enfin, j'en sais rien. On prend son vélo plutôt que sa voiture. Enfin voilà, on a tous des particularités. Mais en ce qui concerne notre épargne, c'est compliqué parce que quand elle est à la banque, on ne sait pas à quoi elle sert et on n'a pas pour autant envie de la donner. On a envie qu'elle fructifie et qu'elle fasse des petits. On travaille pour l'avoir, donc on n'a pas forcément envie de faire don de tout. Et donc, l'objectif d'Enerfip, c'était de permettre le circuit court attribué à l'épargne. C'était de vous permettre de flécher votre épargne et d'investir dans des projets à côté de chez vous. C'est exactement ce que vous allez pouvoir faire avec Dizaine%. C'est aussi s'attribuer, se partager le bien commun, c'est-à-dire que c'est vous qui avez le soleil, le vent, les travaux peut-être, certaines fois des projets. Et donc l'objectif, c'était que vous puissiez avoir une retombée économique de tous ces projets qui se passent autour de chez vous, qui sont très très bons pour l'économie, puisque ce sont des emplois qui sont non délocalisables, et donc de vous permettre de partager ces richesses. Alors évidemment, il y a une retombée, puisqu'il y a des impôts, il y a tout ça, mais là, c'est vraiment une retombée directe dans votre portefeuille. Et puis la dernière chose qui est importante pour nous depuis le début, c'est la pédagogie. Donc l'objectif, c'est de vous faire monter en compétences sur les différentes énergies renouvelables et sur la transition énergétique. C'est pourquoi on fait ce genre de réunion.
vous allez mieux comprendre comment on développe des projets photovoltaïques. Parfois, on fait des réunions sur la méthanisation, l'éolien. L'objectif, c'est que vous montiez en compétence parce que plus vous aurez de connaissances sur les énergies renouvelables, sur la transition énergétique, et plus vous pourrez vous engager et puis, je ne sais pas, faire partie de tout ça et favoriser la transition énergétique. C'est quand même sacrément important pour nous tous d'aller encore plus loin dans cette transition énergétique. Voilà. Donc Enerfip, c'est ça. C'est un idéal, mais c'est aussi un avantage financier certain pour votre épargne. Donc voilà, maintenant, je propose à Benjamin de nous parler de sa société et ensuite du projet. Encore une fois, je me permettrai, en fonction des questions, de t'interrompre, Benjamin, si j'ai des questions. Bien sûr, aucun problème. Voilà. Donc, la société Montant Solar, il faut savoir que c'est une société qui a été fondée par un consortium de plusieurs entreprises, dont 2 grosses entreprises qui sont la RAG Montagne Immobilien, qui est une entreprise allemande qui s'occupe en fait de la gestion, la réhabilitation et la commercialisation de friches minières, donc notamment en Sarre, et Virkon, qui est une grosse société de développement et d'exploitation de projets de centrales photovoltaïques à l'international, donc dans plusieurs pays, notamment en Australie, où il y avait un gros projet qui faisait plus de 400 mégawatts qui a été mise en œuvre au cours des dernières années. Donc c'est une société très active à l'international, qui a beaucoup de projets et qui a décidé, du coup, avec cette société RAG Montagne Immobilien et 2 autres sociétés qui sont MMR et Growsets, de fonder la société Montant Solar afin de développer des projets sur des friches minières, à la fois donc en Sarre et à présent en France. Donc, de façon générale, notre cœur de métier, c'est les friches minières et ça nous permet donc d'avoir de l'expérience en fait sur le développement de projets sur des friches particulièrement complexes. Et alors, si je me permets, excuse-moi Benjamin, mais donc l'objectif, c'est de développer des projets photovoltaïques sur ces friches minières. Et j'ai Jonathan qui me dit, mais bon, là c'est en Moselle, mais en Allemagne aussi, c'est un pari quand même, le photovoltaïque. Ça paraît, autant à Montpellier, ça paraît évident, autant en Moselle, c'est un peu plus étonnant. Bien sûr. Alors, effectivement, par rapport à des zones dans le sud, forcément, on a un peu moins de productibles, ce qu'on appelle le productible, donc l'électricité qu'on va être en mesure de produire avec l'énergie du soleil. Mais ce qui a évolué en fait au fil du temps, parce qu'au départ, effectivement, il y a beaucoup de projets donc, qui se faisaient dans le sud, du fait des évolutions technologiques, le fait qu'on arrive de plus en plus à être rentable sans soutien de l'État, etc., on arrive en fait aussi à faire des projets en Moselle qui sont parfaitement rentables. Et puis, on a certains mécanismes, du coup, donc, notamment via le financement participatif, où on reçoit un petit bonus sur le prix d'électricité qui nous permettent en fait à nous d'être rentable par rapport à des projets, notamment dans le sud, qui auraient peut-être, en termes économiques, qui auraient plus de productibles, mais finalement on arrive tout à fait à les concurrencer et c'est la même chose en Allemagne finalement. Très bien, merci. Voilà. Donc j'en reviens comment est organisé Montant Solar. À l'heure actuelle, l'actionnariat a un peu plus bougé par rapport à ce que je vous ai présenté auparavant. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, en fait, on n'a plus que 2 actionnaires principaux, à savoir que la société Virkon, dont je vous parlais auparavant, qui est un grand groupe de développement de projets dans le photovoltaïque, a racheté en fait les parts des 2 autres sociétés qui sont Growsets et RAG Montagne Immobilien, pour être à présent l'actionnaire principal et majoritaire de Montant Solar. Et en fait, nous, on s'appuie vraiment sur cette société-là, Virkon, qui est notre maison mère, à la fois dans le développement du projet, dans la construction, etc., et sur leur expérience dans le photovoltaïque pour pouvoir avancer dans nos projets. Alors, il faut savoir que, donc, comme je vous le disais, nos principales références sont sur friches minières, c'est-à-dire que l'ensemble des centrales qu'on a construites, notamment en Sarre, sont sur des friches minières pour un équivalent de 70 hectares.
ce qui correspond à 37 mégawatts crête et un investissement de plus de 40 millions d'euros. Et comme je vous disais, donc, nous, on est vraiment spécialisé dans ce type de friche-là. À terme, on est arrivé en fait à du coup passer de l'autre côté de la frontière entre guillemets et du coup donc aussi travailler sur des friches minières en France, en Moselle, à savoir donc sur 3 projets actuels qui sont les nôtres, qui sont dans un premier temps le projet Terril-Vandel qu'on a construit, qui a été mise en service en septembre 2020, et qui est donc en fonctionnement, qui avait d'ailleurs fait également l'objet d'un financement participatif et qui était un vrai succès pour nous, une vraie première expérience positive pour nous. Et donc, suite à la fin de la construction de Terril-Vandel, on a débuté la construction du projet Dizaine-Porcelette, qui a bien avancé également. Donc, on a un 3e projet en Moselle, qui est celui du bassin Saint-Charles, qui sera construit dès début de l'année prochaine. Donc voilà pour nos projets actuels, je dirais, qui arrivent à maturité en France. Donc le projet de centrale photovoltaïque de Dizaine-Porcelette se situe, donc, comme vous le voyez sur la carte, sur le banc des communes de Dizaine et de Porcelette. Ça se situe pas très loin de Saint-Avold, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent un peu moins, c'est environ 40 à 50 km de Metz. La société qui porte le projet, donc c'est la société PSTW SAS, qui est en fait une filiale de la société Montant Solar. Dans le domaine des énergies renouvelables, en fait, les sociétés, généralement les développeurs, créent ce qu'on appelle une société de projet qui va détenir en fait les titres relatifs au projet en question. Normalement, pour chaque projet, on crée une société. Ici, bon, pour des raisons de facilitation, d'optimisation, on a décidé d'intégrer 2 projets directement dans cette société-là. Et donc, cette société PSTW SAS porte à la fois le projet Terril-Vandel qui est déjà construit et le projet Dizaine-Porcelette qui est en cours de construction. Donc, par rapport au projet Dizaine-Porcelette, on va passer aux informations relatives au projet en tant que tel. Il faut savoir que c'est un projet du coup qui a été désigné lauréat de l'appel d'offres Creux 4.2. Donc en fait, c'est un appel d'offres lors duquel on a pu être désigné par la Creux et ça permet en fait pour nous de bénéficier d'un tarif qui est garanti par l'État pendant 20 ans. C'est-à-dire que EDF va nous racheter pendant 20 ans l'électricité à un coût qui est défini à l'heure actuelle, donc ce qui est gage de stabilité pour nous, qui est une très bonne chose parce qu'on sait qu'on va déjà pouvoir écouler l'électricité à un prix qui est très intéressant, et ce, pendant les 20 prochaines années. Il faut savoir que ce projet-là est depuis assez longtemps dans les cartons, depuis 2012, qui est à l'origine le premier permis de construire qui a été délivré pour ce projet. Entre-temps, donc, on a eu toute la phase appel d'offres, etc., et également optimisation du projet avec une nouvelle demande de permis de construire qui, lui, a été accordée du coup en janvier 2020, qui nous a permis du coup, dès septembre, de débuter la construction. Il faut savoir que, donc, je le disais, c'est une friche minière. L'historique de ce site-là, c'est en fait un ancien… alors, à la base, c'était une carrière qui a été utilisée en tant que bassin à Schlam, donc bassin de décantation pour le charbon, qui a ensuite été remblayé et qui servait ensuite de parc de stockage de charbon et de coke, donc de stockage concrètement du charbon avant qu'il soit utilisé dans les centrales à charbon. Et donc, c'est un terrain qui est quand même très grand, il fait 20 hectares et qui nous permet, nous, d'avoir une centrale de grande taille et assez conséquente, à savoir qu'on est sur une centrale qui a une puissance installée de 17 MW crête, ce qui correspond à plus de 44 000 panneaux photovoltaïques. Donc, c'est quand même impressionnant, c'est quand même une grosse centrale. Quand je disais auparavant qu'on avait développé déjà d'autres centrales en SAR, on était sur 37 MW. Donc, sur cette centrale-là, on est à la moitié de ce qu'on avait pu installer jusqu'ici. Donc, pour nous, c'est déjà un gros projet avec donc une production de plus de 18 000 MWh par an, ce qui est aussi un
chiffre assez conséquent, puisque ça correspond à l'équivalent de consommation électrique hors chauffage de plus de 7600 personnes qui vivent en France, ce qui correspond, donc si on compare par rapport à la population de Dizaines et Porcelette, c'est l'équivalent de 5 fois la population de ces communes-là. On peut dire, grâce à ce projet-là, ces communes de Dizaines et Porcelette seront totalement autonomes en électricité, donc ce qui est vraiment un point positif pour ces communes. Faut savoir aussi que cette centrale aura un impact considérable sur l'environnement, un impact positif, puisque ça évitera, si on compare avec de l'électricité qui aurait été produite via des ressources fossiles, d'économiser plus de 10 000 tonnes de CO2 par an, donc ce qui est aussi considérable. En termes d'investissement, on est, il faut le savoir, sur un investissement total de près de 13,5 millions d'euros qui sont apportés à la fois via un prêt bancaire donc, qui est fait par la banque, par la société Montant Solar et donc par le financement participatif. Par rapport au calendrier du projet, donc je le disais, c'est un projet qui est depuis assez longtemps dans les cartons, donc depuis 2010, avec l'obtention du premier permis de construire. Non, pardon, 2010, c'était la demande de permis de construire qui a abouti en 2012. En 2017, donc, on a enfin été désigné lauréat de l'appel d'offres. Et puis, donc, ensuite est venu le nouveau permis de construire, donc optimisation du projet, optimisation du productible, etc., qui nous a permis de lancer la construction en septembre 2020 avec un calendrier qui nous amènerait à un raccordement de la centrale au réseau électrique d'ici décembre 2020 et une mise en service donc, qui devrait se faire d'ici février 2021. Donc voilà pour le projet. Je vais peut-être laisser reprendre Pauline la main sur la partie financière. Bien sûr. Alors, Nicolas et Jonathan, je vois bien vos questions. On y répondra à la fin. Enfin, si on peut les intégrer au discours, on le fait évidemment, mais c'est plutôt des questions qui demandent de s'y arrêter, quoi. Donc, on y répondra tout à l'heure. Alors, la collecte, qu'est-ce qui se passe en fait quand ce projet vous intéresse? Vous allez pouvoir vous connecter sur le site d'enerfip.fr. Vous allez pouvoir vous inscrire. Et une fois que vous serez inscrit, vous aurez accès à cette collecte. Alors, cette collecte est sous forme d'obligation convertible, c'est-à-dire que vous allez prêter de l'argent au projet sur une durée fixe et avec un taux fixe. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir, vous savez exactement ce que vous allez toucher et à quel moment. Ça, c'est la définition de l'obligation. Le fait qu'elle soit convertible, ça veut dire que si jamais il y avait un défaut de paiement ou il y avait un problème de la part de Montant Solar, puisqu'on en parlera après, il y a toujours quelques risques, vos obligations se transformeraient en actions et vous deviendriez propriétaire de la centrale. Enfin, d'un morceau de la centrale, hein, pas la totalité, mais d'un bout. Ce qui fait que si, par exemple, on vendait cette centrale, vous pourriez récupérer une partie de votre capital ou la totalité de votre capital en fonction du montant. Donc, les obligations convertibles, c'est une durée fixe et un taux fixe. Là, on parle d'une durée de 4 ans et un taux de 5% brut par an. Il y a un retour derrière. Donc, en fait, pendant 4 ans, votre argent est bloqué. Vous récupérez votre capital à la fin des 4 ans. Vous pourriez céder ces obligations si vous aviez le bon acheteur au bon moment, si vraiment vous en avez besoin, mais c'est compliqué. Il vaut mieux partir du principe que vos fonds sont bloqués pendant 4 ans. Et puis, tous les ans, vous allez toucher 5% brut d'intérêt. Cet argent va tomber sur votre livret Enerfip, et de votre livret Enerfip, vous pouvez soit le récupérer sur votre compte courant et vous faire un resto, soit, enfin là en ce moment les restos c'est pas terrible, mais bon l'année prochaine j'espère que vous pourrez. Et puis ensuite vous pouvez aussi les investir dans un nouveau projet. Alors peut-être à côté de chez vous, peut-être de Montant Solar, peut-être un autre projet. Voilà. En tout cas, vous en faites ce que vous voulez et comme il n'y a jamais de frais sur la plateforme, c'est à votre libre choix. Donc votre capital est bloqué pendant 4 ans, les intérêts sont touchés tous les ans pendant ces 4 ans. Vous pouvez investir via un PEA-PME si vous le souhaitez. Je ne vais pas m'étaler parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Si ça vous intéresse, dites-le moi ou alors on s'appelle derrière pour que je rentre un peu dans le détail. L'objectif du PEA-PME, c'est de ne pas payer l'impôt sur le revenu, enfin d'avoir des réductions d'impôt. Et donc, vous pouvez investir 10 € minimum
Et il n'y a pas de maximum, donc vous pouvez couvrir la collecte si vous avez les fonds. En tout cas, vous pouvez vraiment investir le montant que vous voulez tant que c'est un multiple de 10. Vous allez vraiment trouver, à mon avis, le juste milieu pour investir le montant que vous souhaitez. Donc, on peut peut-être tourner la page. Benjamin, s'il te plaît. Voilà. Alors, oui, là, c'est la partie réverbative. Je suis désolée, c'est le moment où je vais commencer à vous ennuyer, mais serrez les fesses, ça ne va pas durer. Vous avez la partie risque, parce que quand vous investissez, à partir du moment où vous épargnez quelque part, vous prenez un risque, toujours. Quand vous achetez un appartement et que le quartier se dévalue, bah, vous perdez de l'argent. Voilà. Enfin, il y a toujours un risque à partir du moment où vous investissez. Là, en l'occurrence, le pire du pire qui puisse vous arriver, c'est la perte en capital. On ne va pas parler de bris de machines, etc. Parce que pour tout ce qui est du parc et du fonctionnement du parc, s'il y a quoi que ce soit, il y a des assurances pour ça. Donc, les assurances sont prises. Enfin, voilà, ça pose vraiment pas de problème. En revanche, il peut y avoir un risque juridique, fiscal, réglementaire, un changement de gouvernement, un changement de la fiscalité, un changement je sais pas, EDF qui fait faillite et qui achète plus l'électricité dans les 4 prochaines années. Bon, si EDF fait faillite, dans un premier temps, on aura d'autres problèmes que ça va être compliqué en France, je pense. Et puis, en plus de ça, on utilisera toujours l'électricité. Enfin, en tout cas, le lave-linge, moi, je ne ferai pas une croix dessus, quoi. Donc, si c'est pas EDF qui rachète l'électricité, ça sera quelqu'un d'autre. Donc, bon, c'est vraiment il peut y avoir des risques systémiques, mais ils sont quand même relativement faibles. Ce qui peut se passer, c'est que Montant Solar fasse faillite, par exemple. Et dans ces cas-là, alors on ne le souhaite pas, on ne pense pas que ça va arriver dans les 4 prochaines années. Nous, on a regardé de près les comptes et on dit que ça va aller, mais bon, et ça fait partie des risques. Encore une fois, je reviens sur le fait que ce soit des obligations convertibles. Le parc, il tournera toujours, il produira toujours de l'électricité. Même si Montant Solar fait faillite, vous devenez propriétaire de la centrale. Enerfip, en tant que représentant des obligataires, se débrouillera pour peut-être vendre le parc et puis récupérer ce qu'il faut, quoi. Voilà. Donc, oui. Quelque chose, Pauline, il y a également une garantie qui a été émise par notre maison mère, qui est la société Vircon, donc qui garantit toutes les sommes qui ont été investies. C'est-à-dire que si on avait un quelconque problème et que la société PSW faisait faillite, qu'elle ne pouvait pas, bien sûr on l'espère pas, mais qu'elle ne pouvait pas rembourser à la fois les intérêts ou le capital, la société Vircon, qui est, comme je vous le disais avant, une grosse société qui pèse plusieurs millions d'euros, qui a à son capital la société SAP, qui pèse, elle, plusieurs milliards d'euros, si je ne me trompe pas, puisque voilà, c'est une énorme entreprise. Cette société-là s'est engagée à rembourser l'ensemble des sommes engagées et du coup prendrait la place de la PSW SAS pour rembourser à la fois les intérêts et le capital qui ont été engagés sur cette collecte de financement participatif. Donc il y a, je dirais, une double assurance, à la fois le fait que ce soit des obligations convertibles en actions et cette garantie qui a été mise par Vircon. Tout à fait. Et si jamais, parce que ça c'est Jonathan qui nous pose la question, si jamais on n'arrive pas à collecter la totalité de la somme, est-ce que le projet va quand même pouvoir avoir lieu? Et qu'est-ce qui se passe pour les investisseurs qui ont déjà investi? Bien sûr, en fait, il n'y a aucun souci si le montant n'est pas collecté. Nous, dans tous les cas, peu importe le montant collecté, on émettra les obligations convertibles qui ont été souscrites, c'est-à-dire qu'on récolte 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros ou plus. Dans tous les cas, le montant qui sera collecté sera garanti et voilà, vous pourrez bénéficier de cette collecte-là. Il y aura pas, on réduira en fait le montant à ce montant collecté, quoi, hein. Et ça ne remet pas en question l'équilibre financier du projet? Non, absolument, c'est ce à quoi j'allais venir. Ça remet absolument pas en question l'équilibre financier du projet. Nous, dans tous les cas, le projet, la construction a déjà bien avancé. On n'a aucun intérêt à revenir maintenant sur le projet. Et dans tous les cas, l'argent qui ne sera pas apporté en financement participatif sera apporté par la société Montant Solar, qui a largement les capacités financières pour apporter le reste, hein. Voilà. Ok. Très bien.
Donc voilà, en termes de risque, c'est maîtrisé, mais voilà, il faut se dire qu'il peut, enfin voilà, il ne faut pas investir la totalité de votre épargne, mais de toute manière jamais, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, voilà, on reste raisonnable. Jamais de frais pour les investisseurs, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, donc c'est important. Et dernière chose, la fiscalité. Alors, la fiscalité, les intérêts, quand je vous ai annoncé 5% brut, c'est parce que c'est imposable. Les intérêts sont imposables, pas le capital forcément, hein, c'est votre argent, mais les intérêts sont imposables. Donc, pour le moment, et a priori pour les prochaines années, c'est la flat tax qui s'applique, c'est-à-dire un mélange d'impôts qui ne peut pas aller au-delà des 30%. Donc, dans ces 30%, il y a 17,2% de prélèvements sociaux, la CSG, la CRDS. Vous ne pouvez pas y couper, tout le monde les paye, c'est comme ça, 17,2%. Et puis, vous avez l'impôt sur le revenu. Alors, l'impôt sur le revenu, c'est un prélèvement forfaitaire obligatoire, libératoire. Ça veut dire qu'il est de 12,8% maximum. Si vous n'êtes pas imposable, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. Si vous êtes imposable à 10%, bah, vous payez 10%. Mais si vous êtes imposable à 20%, vous payez 12,8%. Vous ne pouvez pas aller au-delà des 12,8% d'impôt sur le revenu. Ce qui fait que 12,8 plus 17,2, ça fait 30%. Donc, selon votre taux d'imposition sur le revenu, vous allez payer entre 17,2 et 30% d'impôt. Voilà, c'est pour ça qu'on donne toujours les montants bruts, parce qu'en réalité, on ne sait pas combien vous payez d'impôts. Donc, voilà, il faut que vous fassiez votre petit calcul, mais c'est imposable. Voilà, pour le moment. Voilà, après, sur la fiscalité, je pense que j'ai tout dit. Ce n'est pas le plus intéressant, mais grosso modo, si c'est 5%, ça fait, si vous êtes imposable, ça fait 3,5 net. Voilà. Alors, oui, comment ça se passe? Je vais essayer juste de rentrer un tout petit peu dans le détail du process d'Enerfip, et puis après, je vais répondre aux questions de Nicole qui sont aussi intéressantes. N'hésitez pas à en poser d'autres si vous en avez un. Donc, quand vous allez, si vous n'êtes pas inscrit sur Enerfip, vous allez aller sur enerfip.fr, cliquer sur inscription et devoir nous fournir votre adresse mail et puis remplir un questionnaire. Ce questionnaire, il dure 3-4 minutes. Il n'est pas super fun, mais il est obligatoire. Nous, on est agréés par l'autorité des marchés financiers, c'est les gendarmes de la bourse, on ne fait pas ce qu'on veut et c'est bien normal quand il s'agit de votre épargne, vous êtes ultra protégés. On est conseillé en investissement participatif, ce qui veut dire qu'on doit connaître votre profil d'investisseur pour pouvoir vous conseiller. Donc, vous allez répondre à des questions sur votre profil d'investisseur, essayer de répondre au plus près et la plus précisément possible. Ça va nous permettre, nous, de vous dire sur certains projets, là, évitez, c'est pas génial, ou alors, oui, là, allez-y. Si vous nous dites que vous avez 10 000 euros de revenus par an, une épargne inférieure à 20 000 euros, et que d'un coup, vous mettez 50 000 euros sur ce projet-là, on va vous dire, c'est peut-être pas une super idée. On ne vous bloquera pas parce que vous avez peut-être une enveloppe quelque part ou quoi, mais bon, voilà, on va essayer de vous conseiller. Donc, il faut que vous répondiez très précisément à ce questionnaire. Ensuite, vous allez nous fournir 2 pièces d'identité. Ça, c'est pour vérifier que vous n'êtes pas sur la liste anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Donc, si vous y êtes, vous ne pouvez pas investir. Et puis, on va vous demander aussi, évidemment, un justificatif de domicile parce qu'il faut qu'on ait la preuve que vous habitez bien en Moselle ou dans un des départements limitrophes. Une fois qu'on a tout ça, nous, on va valider tout ça, on fait notre petite session interne et vous allez pouvoir investir. Vous allez aller sur la page du projet, vous allez cliquer sur le bouton « Prêter ». Vous allez décider de quel montant vous souhaitez investir et vous allez signer un bulletin de souscription. Ça se fait tout en ligne, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'une imprimante ou quoi que ce soit. C'est très simple et ça vous engage. C'est-à-dire que c'est le moment où vous réservez votre place, vous dites, moi, tiens, je suis intéressé par 10 euros, 50 euros, 1000 euros, 10 millions d'euros, enfin voilà, la somme que vous voulez. C'est le moment où vous réservez votre place. Et puis après, vous pourrez payer, alors soit par carte bleue en fonction du montant, soit par virement. Tout ça se fait de manière assez simple et assez didactique. Ce qui va se passer, c'est que vous pouvez tout à fait nous appeler à tout moment
sauf le week-end et le soir, parce que sinon, ça râle. Vous allez pouvoir nous appeler et vous allez pouvoir nous poser des questions. On peut vous guider. Je trouve pas le bouton, je comprends pas, machin. Vous avez des questions supplémentaires, vous nous les posez. Vous avez un service client, on est 3. On est Valérie, Maëva et moi, et on va pouvoir vous répondre. Une fois que vous vous inscrivez, en fait, vous avez un conseiller dédié, une conseillère dédiée, et vous pourrez lui parler soit par email, soit par téléphone. Donc ça, normalement, c'est relativement simple. Je pense que je suis allée au bout de ce que je voulais vous dire. Je vais répondre à Nicole sur la question de la succession. C'est une question importante, vous avez raison. Quand vous achetez des obligations simples, elles rentrent dans votre succession de manière normale, assez naturelle. Et donc, il va falloir donner les informations au notaire pour que le notaire fasse la répartition auprès de vos ayants droit. Il va nous contacter, il y a tout un pataquès à faire, mais ça, c'est nous. Vous n'avez rien de plus à faire. Ce qui veut dire qu'il faut que les gens autour de vous, vos ayants droit, soient au courant que vous avez cet investissement. En fait, c'est ça le plus important. Donc là, vous me dites, vous êtes tous les deux, et là, vous serez au courant tous les deux. S'il y en a un qui part, l'autre sera informé. Sinon, il faut bien imprimer le document, le mettre dans le bon classeur, etc. Parce que nous, évidemment, on ne peut pas être proactif. Il faut qu'on nous contacte pour savoir qu'il y a quoi que ce soit. D'accord ? Voilà. Donc, ça rentre dans votre succession. C'est imposé normalement. Enfin, voilà, c'est très classique. Ensuite, Benjamin, elle avait une question pour toi, Nicole aussi. Le photovoltaïque nécessite quand même des métaux rares. Est-ce vraiment aussi écologique qu'on le dit ? Alors oui, effectivement, le photovoltaïque nécessite des métaux rares, comme tout un tas d'éléments technologiques ou voilà, de choses qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Je pense aux batteries de nos portables, je pense à voilà, il y a énormément de choses qui nécessitent des métaux rares. Nous, l'avantage qu'on a, c'est que quand même la filière photovoltaïque a bien avancé, c'est-à-dire que au départ, effectivement, on avait quand même des problèmes pour savoir comment est-ce que on allait pouvoir recycler tous ces matériaux. À l'heure actuelle, on est en mesure de pouvoir les recycler. Donc, à notre sens, et recycler les panneaux photovoltaïques. Donc, à notre sens, oui, c'est toujours plus écologique d'utiliser de l'énergie du soleil, qui est voilà, une énergie illimitée, qui est partout, entre guillemets. Alors certes que le jour, malheureusement, c'est bien sûr à combiner avec d'autres énergies, mais plutôt qu'un combustible type charbon, fuel ou même nucléaire qu'on va derrière. Alors, sans rentrer dans le débat du pour ou contre le nucléaire, mais finalement, le combustible en tant que tel, nucléaire, on ne sait pas quoi en faire, on le prend, on l'enterre, on risque de l'enterrer dans la terre pour s'en débarrasser sans trop savoir quelles conséquences ça risque d'avoir dans 10, 20, 30, voire même 10 000 ans. Quoi, hein. Donc voilà, en ce sens, pour nous, oui, les panneaux photovoltaïques, c'est écologique. Maintenant, forcément, comme toute technologie, il y a un coût au départ, il y a forcément l'extraction de ces ressources-là qui a forcément un coût. Ça, on ne le nie pas, mais à notre sens, c'est quand même un bon compromis par rapport à d'autres énergies qui pollueraient beaucoup plus, quoi. La meilleure énergie est celle que nous n'utilisons pas. Du coup, il y a Christophe qui rebondit sur cette question. Où est-ce que vous fournissez? D'où viennent les panneaux? Où est-ce qu'ils sont construits? Alors, les panneaux, en fait, sont construits effectivement en Asie. Malheureusement, ce n'est pas des panneaux européens, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de constructeurs français. Alors, il y a effectivement des entreprises en France qui commercialisent des panneaux, mais il faut savoir que c'est que des chaînes d'assemblage, c'est-à-dire qu'on ramène tous les produits ici, on assemble seulement le panneau. Donc, en ce sens, finalement, on ne peut pas forcément dire que ce soit des panneaux européens non plus. Nous, on aurait été ravis de pouvoir prendre des panneaux qui sont d'origine européenne, voire même française, si c'était possible. À l'heure actuelle, c'est une filière qui n'est pas mature en France. Et également, voilà, pour des questions de coûts, c'est compliqué de trouver des panneaux européens qui soient, qui ne mettent pas, je dirais, en péril l'économie du projet. Ouais.
Merci. J'ai une question. Alors, je passe un peu du coq à l'âne, mais du coup, je réponds aux questions au fur et à mesure. Mais il y a Jonathan qui rebondit sur le financement dont on parlait tout à l'heure. On disait que donc le fait, si on n'arrivait pas à la somme globale, ça remettait pas en question l'équilibre du financier du projet. Mais en effet, il parle de la Creux qui demande à ce que le financement participatif atteigne 40% de fonds propres. Comment ça se passe du coup si on n'y arrive pas? Enfin, est-ce que tu peux nous parler de ce schéma parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant, Bien mais sûr, voilà. Nous... bien sûr. Alors effectivement, dans l'appel d'offres de la Creux, en théorie, on a ce critère de 40% des fonds propres qui doivent être injectés du coup via financement participatif. La question déjà, c'est de savoir qu'est-ce qu'on parle, de quoi on parle quand on parle de fonds propres. Il faut savoir que la Creux, elle a une idée bien précise de ce que sont des fonds propres, à savoir que c'est des choses, des instruments financiers qui sont, par exemple, des comptes courants d'associés, voilà, un certain type d'instruments financiers qui sont considérés par la Creux comme des fonds propres. Il faut savoir aussi qu'il y a certains instruments financiers que la Creux ne considère pas comme des fonds propres, à savoir, par exemple, les obligations simples. Donc, si vous voulez, nous, on est parti en fait du constat que c'était beaucoup plus largement préférable qu'on soit certain effectivement que le projet se fasse, qu'on atteigne sans problème ces 40% de financement participatif, d'organiser dans un premier temps le financement participatif, de voir la somme qu'on récolte. Sur Terre Hirondelle, on a récolté par exemple 400 000 euros, et ensuite de décider combien on allait injecter de fonds propres. C'est-à-dire que pour Terre Hirondelle, par exemple, on a récolté 400 000 euros, on a émis quasiment la même chose en fonds propres, c'est-à-dire qu'il y a le capital de la société plus les comptes courants d'associés qui sont à peu près du même montant que ce financement participatif. Donc, on est sur un ratio fonds propres, financement participatif de 50% et 50%. Le reste, ça a été en fait, du coup, apporté via des obligations simples qui ne sont pas considérées, comme je le disais, par la Creux comme des fonds propres. Et de ce fait, voilà, on nous ont permis de respecter ce critère de 40% qui était investi. Il faut savoir qu'on fera exactement la même chose sur Design Porcelette. Si on a voilà, 100 000 euros qui sont récoltés sur Design Porcelette, on fera en sorte que ces 100 000 euros correspondent à 40% des fonds propres, ou plus même, hein, puisque sur Terre Hirondelle, on était plutôt à 50% des fonds propres. Si on en récolte 400 000 comme sur Terre Hirondelle, ben c'est pareil, on adaptera en fait de telle façon à ce que, je dirais, la somme qui manque soit apportée via un autre instrument financier qui ne sera pas considéré par la Creux comme des fonds propres. Donc, je dirais, on joue sur un schéma de financement et sur les termes, qu'est-ce qui est des fonds propres, qu'est-ce qui n'est pas des fonds propres. Mais nous, au final, ce qui est surtout important pour nous, c'est voilà, de pouvoir récolter un maximum de fonds en financement participatif. Et le reste, dans tous les cas, on sait pertinemment qu'on a la solidité et la capacité pour apporter ces fonds nous-mêmes s'il y a un de financement. Hein. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Il faut savoir également que si on l'avait souhaité, à la base, on aurait pu tout à fait, et c'est ce qu'on avait fait par exemple en Allemagne, apporter l'ensemble de ces fonds-là. Donc les fonds hors dette bancaire, généralement, c'était apporté par notre société sans aucun problème. Quoi, hein. Donc, ces 40% de financement participatif, nous, on est ravis de pouvoir voilà, vous permettre d'investir, donner l'opportunité aux citoyens d'investir là-dedans. Mais je dirais dans le cas où la société Montant Solar n'avait pas organisé de financement participatif, on a aussi pu finalement les apporter via des fonds qui appartenaient à l'entreprise. Donc, en termes de capacité de financement, on n'a aucun souci à ce niveau-là. Super. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que on a répondu à tout le monde normalement. Moi, pendant que vous réfléchissez à votre dernière question, je voudrais juste vous dire que vous avez la possibilité d'ouvrir des livrets pour les mineurs, si vous voulez investir pour vos enfants. Et vous avez aussi des codes parrains, si vous voulez en parler autour de vous. Ça serait vraiment chouette que vous
discutiez avec vos amis, vos proches, bon, par téléphone en ce moment puisqu'on ne peut pas les voir, mais de ce projet-là, si il vous plaît et si l'idée d'investir à côté de chez vous vous plaît, allez-y, n'hésitez pas. Vous avez un code parrain, vous aurez un petit chèque de 20 €, votre filleule aussi. Enfin voilà, ça peut avoir vraiment un avantage et l'objectif, c'est que les gens du territoire se mobilisent. Donc, n'hésitez pas à en faire, voilà, à discuter autour de vous. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. Benjamin, tu as peut-être des dernières choses à dire ou c'est bon, tu as tout dit? Je pense qu'on a fait Ouais, le tour. on a fait le tour, On a été c'était pas mal. suffisamment complet. Donc, comme disait Pauline, si jamais il y a d'autres questions, même ultérieurement, n'hésitez pas à revenir vers nous par rapport à ça. Et je tiens à le répéter, parce que j'ai bien compris que c'était voilà, une question qui est revenue plusieurs fois, notamment de Jonathan. Le projet est en bonne voie. On est en train de le construire. Il devrait se finir très prochainement. Et voilà, peu importe finalement l'issue de ce financement participatif, peu importe la somme récoltée. Dans tous les cas, les investissements qui seront faits seront validés, seront émis et le projet, comme je disais, est en voie et en aucun cas, voilà, la somme récoltée ne pourra impacter, je dirais, la réalisation du projet ou quoi. Le projet sera réalisé dans tous les cas et sera accordé l'année prochaine au réseau. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute à avoir. Okay. Et donc, c'est réservé, c'est une collecte qui est réservée à la Moselle et au département limitrophe. Et ça, Christophe, c'est une demande de la CRE. Donc, la CRE, vous avez compris que c'est la Commission de régulation de l'énergie. C'est la commission qui est mise en place par l'État pour délivrer les appels d'offres auxquels répondent des porteurs de projets comme Benjamin, par exemple. Ils déposent leur dossier et la CRE dit OK, toi, tu as droit à ton tarif d'achat garanti sur 20 ans par EDF au montant que tu as demandé. Et puis toi, tu as demandé trop cher, donc tu n'as pas droit. Voilà, grosso modo, c'est un peu ça. Et donc, dans l'appel d'offres, la CRE demande propose à ce qu'il y ait du financement participatif, ce qui donne un petit avantage financier aux porteurs de projets pour vraiment favoriser le financement participatif. Et dans l'appel d'offres de la CRE, il y a une contrainte, c'est que tous les investisseurs doivent être du département ou des départements limitrophes. Donc sur notre site, toutes les collectes photovoltaïques qui ont répondu à l'appel d'offres de la CRE, à un appel d'offres de la CRE, ont cette contrainte de département et départements limitrophes. Ça réduit vachement. Vous êtes en Moselle, ça va. Il y en a qui sont en Corse, il y a beaucoup moins de départements autour. Donc, c'est une vraie contrainte. Après, en Ardèche, il y en a plus. Voilà, ça dépend où vous habitez. Donc, on peut rien y faire. On ne peut absolument pas agir là-dessus. C'est une contrainte juridique obligatoire. Par contre, on a d'autres collectes qui sont ouvertes à tous et si vous vous promenez sur la plateforme, vous verrez plein de collectes qui ouvrent ensuite à tout le monde, mais ce n'est pas le cas de celle-ci en raison de l'appel d'offres. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que d'abord le son a été bon, qu'on a répondu bien à vos questions. Et que voilà, je vous souhaite un très très bon appétit. Je vous dis n'hésitez pas à nous appeler. Et puis à bientôt sur la plateforme. Mais appelez-nous pour qu'on vous guide si vous avez besoin d'aide. Mais cliquez sur inscrivez-vous ou connexion si vous êtes déjà inscrit pour pouvoir investir sur cette collecte. Voilà. Merci à vous pour votre participation en tout cas. Et, merci Benjamin. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, que ce soit par rapport au financement ou au projet, on sera ravis d'y répondre. Absolument. Et à très bientôt. Merci à tout le monde et bon après-midi du coup. Au revoir. Au revoir.